Bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est aussi le premier rendez-vous du mois de juillet de cette émission de décryptage et d'analyse sur les antennes des médias leaders de Tweet TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de cette instance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, madame, messieurs. Attendu depuis l'adresse à la nation du président du Faso le 27 juin dernier, la fumée blanche est enfin sortie. L'équipe gouvernementale a connu un remaniement. Rochma Christian Kaboré assure la défense avec à ses côtés un ministre délégué à la défense. Le portefeuille de la sécurité revient à Maxime Koné. Quel regard porté sur ce remaniement? Quelles sont les implications sur le terrain politique? C'est le sujet enrôlé pour cette convocation. Analyse et décryptage des juges, ça sera tout de suite après les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette quatrième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Merci, président. Deux avant-propos. D'abord, au plan national, c'est comment on appelle ça, c'est par rapport au président du CSC, le Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, qui a été retenu avec 4 experts, donc 5 au niveau de l'Arménie, par rapport au processus électoral. Il y était avec des personnalités de nationalité, d'autres nationalités, mais c'était pratiquement le seul Africain à y être. C'est une publication que nous avions d'ailleurs vue sur la page de son vice-président. Maintenant, ce qui nous revient, c'est que l'expertise qui avait été demandée, c'est par rapport à comment est-ce que aussi faciliter l'égal accès aux médias, faire en sorte que les candidats puissent accepter aussi le verdict des urnes parce que la situation était effectivement tendue. Donc, parce que le président du CSI aussi a cette qualité, c'est l'expert électoral qui a fait plusieurs observations de processus électoraux jusqu'au municipal en France. Ce qu'il faut également dire, c'est que le professeur Loada qui a fini sa mission onusienne au niveau de la Nouvelle-Calédonie qui est rentré, les deux d'ailleurs avaient aussi été reçus. Mais comme il était aux fonctions de conseiller du chef de l'État, il n'avait pas pu bouger en son temps. Donc c'est une expertise burkinabé également qui est reconnue qu'il faut dire quand c'est bon, c'est bon. C'est ça aussi, c'est une expertise burkinabé, Nouvelle-Calédonie, Arménie. Et donc, envoyé par les Nations Unies, mais lui c'était l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Arménie, alors que la Nouvelle-Calédonie c'était pratiquement l'ONU. J'ai dit le professeur Loada aussi a bouclé sa mission puis il est rentré. Donc sur le plan du processus électoral au niveau du Burkina Faso, on a des cadres qui sont capés. Parmi ces cadres-là, il y a le professeur Loada, il y a Abdul Karim Saïdou, mais il y a Mathias Tankwano qui est même diplômé en administration électorale, donc c'est un administrateur électoral. Donc c'est une expertise burkinabé qui se vend bien parce que d'ailleurs quand l'ancien président de la CENI, Maître Barthélemy Kiri, avait fini sa mission, il avait aussi été appelé dans d'autres pays pour donner un coup de main. Je pense que c'était Madagascar et Gabon. Donc, ce sont des éléments également, c'est l'expertise burkinabé qui s'exporte. Et quand c'est bien également, il faut le dire, bravo à ces messieurs-là. Et puis, on compte aussi sur eux pour former des jeunes, pour effectivement assurer la relève, même si ceux que je cite ne sont pas quand même des anciens, comme on le dit. Il y a aussi des jeunes qui sont dans ce milieu-là également, qui sont en train de monter. Donc, bravo à eux. Le second avant-propos, c'est la Chine. Le Parti communiste chinois a 100 ans cette année. Alors, 100 ans avec une organisation propre à la Chine, pyramidale, avec ce qui va avec. En Chine, on a combien? 1 milliard, presque 1,4 milliard d'habitants selon les chiffres de 2019. Donc, c'est cette Chine-là, aujourd'hui, avec un parti communiste présent dans toutes les sphères de la société, mais qui n'a que 80 millions, effectivement, de membres. 80 millions de membres seulement sur ce plus de milliards d'habitants. Donc, parce qu'il y a une discipline, il y a une sélection rigoureuse où parfois il faut attendre 3 ou 5 ans dans le processus de sélection avant d'être effectivement retenu, parce que ce n'est pas effectivement n'importe qui aussi qui est enrôlé. Donc, c'est cette rigueur de choix, cette discipline à toute épreuve qui fait pâlir. Mais aussi, c'est un parti qui a le nom Parti communiste chinois, mais qui, dans son application aussi, embrasse les autres éléments des idéologies politiques. Donc,
qui s'appelle Parti communiste chinois, qui fonctionne de façon martiale, mais en même temps, à côté, vous avez un fonctionnement libéral également à l'intérieur. Donc, comme ils l'ont dit, leur modèle également, ils se sont inspirés des autres éléments de la démocratie pour construire un modèle propre aux Chinois. Et leur souhait, c'est aussi que les autres pays puissent trouver le modèle également qui sied à leur environnement socio-culturel, politique et en fonction de où ils veulent aller. Déjà, je dis bien, ils disent le modèle de la Chine ne peut pas être dupliqué parce que c'est en lien avec les réalités chinoises. Leur prière également, c'est que les autres pays comme le Burkina Faso également puissent s'inspirer aussi de leur modèle, peut-être tirer des éléments, ajouter à ce que nous avons également comme réalité socio-culturelle, politique et ou idéologique pour avancer. Donc, c'est ce savant dosage-là qu'ils ont réussi. Et je pense également que ce qu'ils ont dit, c'est que chacun puisse trouver sa voie. Et donc, moi, je dis bien, c'est un modèle qui est propre à la Chine, qui a ses avantages et ses faiblesses, mais qui aussi permet d'avoir du résultat. Mais c'est un exemple également parmi tant d'autres, comme le modèle européen, le modèle américain. Mais ça fait 100 ans que le parti vit et est au pouvoir depuis 1949. Merci, Juge Bourma, pour ces différentes lectures. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité. Nous allons également faire un clin d'œil au doyen des juges et lui souhaiter prompt rétablissement. Comme je le disais au début de l'émission, on annonçait un réaménagement stratégique imminent, en tout cas au niveau du gouvernement, depuis l'annonce du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le 27 juin dernier. Alors il faut dire que ce remaniement est tombé hier soir. Le président du Faso cumule le poste de ministre de la Défense avec à ses côtés un ministre délégué de la Défense. Au ministère de la Sécurité, on a Maxime Koné qui prend justement la place de Ousseini Compaoré. Juge Bourma, est-ce qu'on peut parler de surprise à ce niveau-là? Oui, non. Je dirais oui, parce que c'est un chef de l'État qui avait dit qu'il n'allait pas faire entrer de soldats dans le gouvernement, même s'il était difficile de dire que M. Compaoré, donc le ministre de la Sécurité, pour ne pas dire le désormais ancien ministre de la Sécurité, était civil ou pas civil. C'est vrai que c'est un gendarme à la retraite. Voilà. Donc c'était déjà cette couleur-là qui s'annonçait pour certains. C'est-à-dire la prochaine étape allait être que ce soit, comment on appelle ça, un militaire en bonne et due forme, un homme de tenue toujours en activité. Voilà. Donc bref. Donc oui, surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le chef de l'État puisse revenir sur cette question parce qu'il a fait plusieurs sorties où il disait qu'il n'était pas question. Donc effectivement, ça a surpris beaucoup de gens par rapport à cette situation. Je dis pas une surprise aussi parce que pour des personnes qui sont introduites, il n'y a pas longtemps, il a même consulté certains officiers pour voir est-ce qu'il était opportun ou pas de faire entrer des militaires dans le gouvernement. Donc la question ici n'était pas est-ce que vous êtes, je peux compter sur vous? Non, mais c'était pour savoir aussi, est-ce qu'il est opportun de faire rentrer des militaires dans le gouvernement, des hommes de tenue. Bon, quand je parle de militaires, je parle d'hommes de tenue. Donc la police ou la gendarmerie m'excuse, mais bon, c'est avec moi quand je trie pas, mais bon, c'est vrai, j'ai dit militaire, mais je parle de forces de défense et de sécurité, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il était opportun effectivement de pouvoir le faire? Donc il y a eu cette réflexion-là. Donc ça dit que déjà, les lignes avaient commencé à bouger parce que s'il consulte pour savoir s'il était nécessaire de le faire, ça dit que lui-même dans ses convictions, il a été ébranlé qu'il faut également changer de regard. Donc ça n'a pas surpris qu'effectivement, on arrive effectivement à une telle situation. Mais en même temps, pour régler un certain nombre de choses, il garde la défense. Mais il dit, bon, l'autre est un ministre délégué. Donc, pratiquement, son bras opérationnel, ce n'est pas un ministre plein entre griffes, comme on le dit. Bon, c'est un ministre délégué parce que ce n'est pas au même niveau de comment on appelle ça, de responsabilité. Donc, et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que lui-même, il prenne le ministère de la Défense. Au début du mandat, d'ailleurs, ça l'était. Jusqu'à ce qu'il lâche pour M. Bouddha, et il lâche pour M. Si, et puis... il reprend encore sa chose, mais cette fois-ci avec un ministre délégué. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas un secret, le chef de l'État avait décidé de ne pas faire appel à un militaire dans son gouvernement. Cette fois-ci, on fait appel à un militaire, mais il n'a pas un poste ministériel plein, c'est un ministre délégué. Pour beaucoup, c'est une parade pour le chef de l'État.
il a divisé un peu la poire en deux. Oui, mais justement, c'est ce que je disais. Donc, c'est une parade qu'il a trouvée. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se leurre. Le président prépare les esprits si ce n'est déjà suffisamment préparé, quoi. Parce que quand vous prenez un gendarme qui est à la retraite, c'est difficile de dire qu'il est civil ou il est militaire. Donc, dans le jargon, les uns et les autres diront que c'est un réserviste. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler à tout moment sous le drapeau. Donc, c'est un réserviste. Donc, déjà, c'est-à-dire que, pas forcément retraité, mais en même temps, on dit réserviste, ça veut dire ce que ça veut dire dans leur milieu. Alors, deuxième préparation, c'est aussi un ministre délégué. Donc, colonel-major, effectivement, de son État. Ce qui fait que si demain il y a un remaniement où Roch nomme un ministre plein au niveau de la défense et même au niveau de la sécurité, ça ne va pas ébranler. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup demandent. Ils sont nombreux à demander. Même en temps de paix, il y en a qui disent qu'il faut confier, comment on appelle ça, ces postes-là à des militaires ou donc à des hommes de tenue. Alors, ce n'est pas en temps de guerre également que les uns et les autres diront le contraire. Donc, ce qui fait que ici, comment dire, il se pourrait que ça vienne un matin où on arrive à trouver que le président donne le plein pouvoir de ces deux ministères-là à des hommes de tenue en temps plein. Le président Diabré, donc devenu ministre en charge de la réconciliation nationale, d'ailleurs avait été clair là-dessus, il faut mettre un professionnel à ces postes-là. Mais bon, lui, il avait utilisé un langage suffisamment policier, subtil. Parce qu'à la question de savoir s'il fallait mettre un homme de tenue ou pas, il a dit un professionnel. Si c'est un homme de tenue, c'est un pro. Si c'est un civil, pourvu que ce soit un professionnel. Bon, c'est comme ça, il avait dit, mais bon, pour ceux qui savent lire au-delà du premier degré, et aussi quand on regarde ce que ces fidèles lieutenants disent en arrière-plan, en réalité, c'est aussi pour demander un homme de tenue. Donc aujourd'hui, M. Diabré est ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, donc comme le dit, il parle à l'oreille du chef de l'État, pour ne pas dire que c'est un aussi de très proches collaborateurs, parce que lui, il a ses quartiers d'ailleurs à la présidence. Donc, que les lignes aussi ont bougé à ce niveau-là. Donc, il y a cette réalité aussi à avoir. D'accord. Alors, vous l'avez dit, le chef de l'État cumule également le poste de ministre de la Défense. Ce n'est pas inédit. Vous l'avez rappelé, au début du mandat, Roch-Marc Christian Kaboré était également ministre de la Défense. On se rappelle également qu'au lendemain des mutineries du 2011, Blaise Compaoré avait également repris le poste. Mais pour certains, c'est inopérant parce que le poste est tellement stratégique qu'il faut un ministre plein et pas le cumuler au poste de chef de l'État. D'abord, c'est un choix politique, en fonction des résultats qu'on veut atteindre, en fonction de la vision qu'on incarne. Donc, c'est d'abord un choix politique. Et puis, ce n'est pas la première fois que des dirigeants cumulent ces postes-là. Donc, il y en a effectivement à l'appel. Donc, parfois, en temps de crise, c'est ainsi, en général. Maintenant, est-ce que ça permet d'être opérationnel? Je pense que ce qui a fait qu'il a nommé un ministre délégué à la sécurité, à la défense, pour effectivement prendre en main les dossiers. Parce que entre un chef de l'État à une audience officielle, en train de livrer un speech à une rencontre internationale, ou en train effectivement de répondre à un rendez-vous avec les médias et qui doit gérer au téléphone une urgence, disons-nous la vérité, c'est pas évident. Et surtout pour un civil, parce que Blaise était militaire. Blaise était militaire, savait des hommes également, avait comment on appelle ça, avait un RSP qui gérait l'arrière-plan, avait avec lui des officiers de renseignement à ses côtés comme Zida, avec pour chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, son ange gardien, le général Diendéré. Ça veut tout dire en termes de renseignement et tout. Et donc avec un RSP, ça pourrait parer à toute éventualité. Ce qui fait que sur le plan opérationnel, il y avait déjà des hommes sur le terrain pour régler ces questions en amont et en aval. Lui, certainement, c'est pour arrondir les angles qu'on ne lui fera tout. Parce que c'est des hommes également avec qui il a travaillé depuis longtemps. Diendéré a été son adjoint à Pau
et a été avec lui et ils ont monté ensemble le RSP jusqu'à là. Donc c'est-à-dire que sur le plan de l'anticipation, savoir ce que d'ailleurs le patron veut ou ne veut pas, on n'avait pas besoin de dire ça à Diendéré. Il y avait aussi des hommes qui savaient ce que lui, Diendéré, patron donc, et ange gardien du régime, donc de Blaise Compaoré, savait ce que le patron voulait ou ne voulait pas. Donc, parce qu'ils ont duré ensemble. Donc il y a eu une culture de faire chacun se connaissait. Et donc, j'ai dit, c'était facile de parer à cette éventualité-là. Donc, en son temps, c'est vrai, Blaise a pris sur lui le ministère de la Défense, mais la situation était telle que, bon, voilà, ça va, quoi. Ça, il faut avoir le courage, effectivement, de le dire, parce qu'ils ont eu le temps de construire leur réseau de renseignement, leur réseau de ceci, leur réseau de cela, leur réseau de cela. Voilà. Donc, mais ici, le contexte, j'ai dit bien, il est très, très, très différent. C'est vrai que ceux qui sont au pouvoir ont eu une longue expérience de la chose de l'État, donc de la gestion des affaires publiques de l'État. Mais en même temps, les attaques ont commencé sous la transition. Donc vous venez, vous n'étiez pas encore au cœur du pouvoir. Vous venez, on vous débriefe, on vous donne des informations. Vous avez le temps pour maîtriser certains leviers et d'autres leviers que vous pensiez maîtriser alors que vous ne maîtrisez pas. Et ensuite, vous êtes accueillis déjà par une attaque terroriste d'envergure le 16 janvier 2015. Donc, toute la donne change. Ce qui fait que, effectivement, normalement, votre regard aussi doit changer en fonction de la nouvelle donne, en fonction de la situation. Alors que pour le temps de Blaise, vous me permettez de l'appeler ainsi, donc dès lors que la mutinerie a été maîtrisée et des gens ont été sanctionnés, il y a eu un retour au calme, la situation est normale, donc on est rentré en tout cas dans une relative temps de paix. Donc c'était aussi pour faciliter les choses. Mais en même temps, il a pris, parce qu'il y avait aussi un problème de confiance entre la troupe et la hiérarchie. C'est quel chef choisir pour que la troupe puisse accepter et qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'il y avait aussi un problème de confiance en son temps. Donc pour éviter les querelles de chefs, les querelles de leadership, il prend le ministère de la Défense, maintenant avec un secrétaire général qui va expédier toutes ces affaires-là, je pense que c'était Monet, donc qui était pratiquement son secrétaire général et qui s'occupait de tout sur le plan technique. Donc la réalité, elle est là implacable. Donc il y a que les réalités n'étaient pas effectivement les mêmes. Voilà, donc j'ai dit ce n'est pas la première fois, mais Marc-Christian Kabore au début du mandat qui prend le ministère de la Défense, mais à un moment donné c'était pesant, parce qu'on n'est pas en temps de paix. Puisque chaque jour, il y a une attaque qu'il faut gérer. Chaque jour, il y a même quand il n'y a pas de l'attaque, il y a de la logistique à prévoir. Il y a des appels à faire. Il y a des informations que vous devez traiter parce que c'est très urgent. Il y a des suspects qui sont localisés dans telle zone. On demande tel type d'armement ou bien être sensible pour ceci pour aller. Il y a tel consultant en défense ou en sécurité qui est là. Il y a ces audiences privées et ou officielles liées aux questions sécuritaires qu'il faut gérer et en même temps prendre le pouls du terrain. Ce n'est pas la même chose. C'est très difficile. Et puis c'est des attaques terroristes, ce n'est pas une rébellion où vous avez la localisation de la rébellion, où vous connaissez ce que la rébellion veut, où vous avez une idée de la progression des troupes rebelles. Là, vous planifiez parce que là, c'est classique. Mais ici, c'est asymétrique. Donc, et puis, il y a eu un effet de surprise à toute épreuve dans les attaques terroristes. Dans ces conditions, en tant que chef suprême des armées, convenez que c'est très très difficile effectivement dans ces conditions-là pour le chef de l'État de cumuler les deux, compte tenu, j'ai dit bien, des réalités de terrain. D'accord. Alors on va aujourd'hui maintenant s'intéresser à ceux qui ont été appelés justement pour faire face à la situation sécuritaire. On l'a dit, on a un ministre délégué en charge de la Défense à la personne du colonel-major Barthélemy Semporé. Que sait-on de ce monsieur-là ? Alors, que sait-on de ce monsieur? Les récentes fonctions, c'est au niveau du Conseil national stratégique de défense et de sécurité nationale. Il a hérité ce poste d'ailleurs en février 2020. Il a aussi pris part, donc activement part d'ailleurs aux travaux
de la réécriture de la politique nationale de sécurité qui avait été demandée à l'issue du Forum national sur la sécurité. Donc il y avait 100 jours, ils avaient 100 jours pour faire le travail. Il a fait aux côtés de plusieurs autres civils, dont Ousmane Guigamdé, Dr Assablega Ouedraogo et bien d'autres personnalités sécuritaires et ou civiles. Donc qui ont travaillé sur ce document. Donc c'est quelqu'un qui y était déjà. Donc qui a été l'avant-dernière, je pense, fonction, c'était quand il était aux États-Unis en tant que attaché de défense au niveau de l'ambassade, donc sur les questions de l'armée, terre et tout, l'air. Donc voilà. Donc sur le plan formation, le procès on l'avait dressé, le portrait on l'a dressé dans notre édition de 6 heures au niveau de la radio. Donc c'est aussi l'officier d'infanterie, c'est aussi formé aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, au Mali, en Côte d'Ivoire et puis au Burkina Faso. Donc juriste aussi. Donc il y a ce background-là sur le plan académique et aussi sur le plan militaire qui a fait plusieurs terrains. C'est aussi ce background-là. Mais au-delà de tout ce background, ce qui est demandé, c'est beaucoup plus de la stratégie, c'est beaucoup plus d'anticipation, c'est beaucoup plus de savoir trouver des hommes et des femmes qu'il faut mettre à la place qu'il faut pour que les Burkinabés soient sécurisés. Donc, tout ceci, c'est bien. Mais c'est au résultat que le colonel-major pourrait être évalué. Ce n'est pas maintenant son parcours, ni ses compétences, ni ceci, ni cela. C'est la capacité à pouvoir obtenir du résultat. Donc, que le colonel-major ne se trompe pas dès ce moment-là d'objectif ou de défi. Après tout ce background qu'on a résumé, il y a un résultat qui est attendu. Et c'est ça, beaucoup plus là. Alors, pour beaucoup, la grosse surprise, c'est la nomination de Maxime Koné, ancien parlementaire. Qu'est-ce qu'on peut dire également de son parcours ? Bon, lui, c'est un homme politique bontain. Homme politique bontain, lutteur dans l'âme, entre griffes, si vous me permettez, parce que ses promotionnaires mettent à son actif l'instigateur principal de la lutte contre l'assassinat de journaliste Norbert Zongo, pour demander la lumière. Et c'est de là d'ailleurs qu'est partie aussi la naissance du collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques, en abrégé le collectif contre l'impunité, dirigé en son temps par Ali Ouedraogo, qu'on appelait le président du pays réel. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans cette lutte-là, présenté aussi en son temps comme un poulain de feu Salifou Diallo, donc qui a des convictions et le courage aussi de les assumer. Donc, j'ai dit politique d'abord, je parle de son côté politique. Conseiller municipal, naturellement, parce qu'il a été président du conseil régional donc de la boucle de Mouhoun, et ensuite président de l'association des régions du Burkina. Alors que pour accéder à ces postes, il faut être conseiller municipal, c'est pratiquement la base. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a une base politique. Sinon, ce n'est pas conseiller municipal. On peut vous parachuter facilement en fonction de votre position pour être élu à l'Assemblée nationale comme député. Mais parfois, au niveau des municipales, ce n'est pas aussi évident. C'est parce que là-bas, c'est vraiment la base. Donc, il y a aussi cette expérience de conseiller municipal. Et après, député à l'Assemblée nationale, il a même été président de la KJDH, c'est un autre niveau parce que c'est ceux qui gèrent les questions juridiques, droits de l'homme et tout. C'est une commission vraiment qui est au four et au moulin. Donc, après, il a été reconduit lors de ces dernières législatives, réélu, parce que ce n'était pas une nomination, réélu, avant d'être appelé aux côtés de M. Alpha Bari pour diriger le ministère délégué à la diaspora, donc de Burkinabé de l'extérieur. Donc, Maxime. Donc maintenant, sur le plan académique, là aussi, c'est connu, c'est le juriste, c'est quelqu'un formé en formateur, gestion de conflits, relations internationales, donc casquette du diplomate, du manager et en même temps gestion de conflits. Donc c'est ce monsieur-là qui est fait appel pour gérer le ministère de la Sécurité. Bon, en tout cas, pour certains, c'est une surprise parce qu'il venait de prendre vraiment le ministre délégué au niveau des affaires étrangères. Pour certains, c'est vraiment le diplomate parce que ce diplôme également sur les relations internationales et maintenant il est appelé pour gérer les questions sécuritaires. Donc ici, ce qui est demandé, c'est un grand boulot qui est demandé à M. Koné. Ce n'est pas le courage qui lui manque,
Ce n'est pas la force ni la détermination. Mais je dis bien, c'est la même chose comme ce que j'ai dit du colonel-major Semporé. C'est de savoir trouver l'homme qu'il faut à la place, et le placer à la place qu'il faut. Maintenant, il vient dans un ministère où ce n'est pas aussi évident. Parce que les co-épouses de ce ministère-là sont de sérieuses rivales. Ce n'est pas les co-épouses qui s'entendent, parce que vous avez parfois des familles où il y a les co-épouses s'entendent. En ce moment, le chef de famille, lui, il a des problèmes entre griffes. Parce que quand les co-épouses s'entendent, ce n'est pas aussi évident pour vous. Mais quand elles ne s'entendent même pas, d'abord, il faut gérer tout ça. Et puis, en même temps, c'est toujours des crises de nerfs. Donc, et vous venez civil dans ce milieu, donc d'abord assurer que c'est vrai, vous êtes là pour un travail. Mais c'est aussi un ministère habitué à avoir des civils. Mais les problèmes ne finissent pas. Parce qu'il y a eu plusieurs ministres civils à ce niveau. Les ministres hommes de tenue, parfois rares aussi à ce ministère-là. Je parle de problèmes de coépouse entre la police nationale et la gendarmerie nationale, il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'il y a un complexe d'infériorité ou de supériorité qui anime ces deux corps-là. Et les crises ne sont jamais loin. Les crises ne sont jamais loin. Et il y en a à l'appel. Tout récemment, c'est le tir manqué du gendarme sur le policier en circulation, qui avait fait sortir également l'UNAPOL de ses gongs et qui avait rappelé la roue qui a été trouée lors d'un déplacement du chef de l'État, qui avait rappelé également les crises de nerfs au niveau du GSPR. Donc, j'ai dit ces deux corps qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc, vous venez au milieu de ces éléments-là, trouver des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui fassent confiance, à qui l'autre peut obéir facilement, même s'ils ne sont pas du même corps. Et dans un contexte sécuritaire assez difficile. C'est là où il est sérieusement attendu. C'est là où se trouve toute la délicatesse de la mission. Vous nommez X ici, les autres disent que ces postes-là, normalement, c'est pour un gendarme ou un policier, parce qu'ils sont qualifiés pour faire ceci, en termes de cela, c'est eux, donc, voilà. Vous nommez ceci, non. Donc, ils trouvaient un équilibre. Alors que vous avez un cabinet à former, un directeur de cabinet à nommer, un secrétaire général à nommer, des conseillers techniques, des chargés de mission, tenant compte de toutes ces sensibilités et voulant aussi glisser des civils. Pour des gens qui sont imbus de leur personnalité, il faut également reconnaître que pour le zèle, pour un homme de tenue, il y a le zèle et parfois l'orgueil qui vont avec, parce que sans son zèle et son orgueil, ce sont également des qualités. Hein. Ce sont des qualités aussi d'un homme de tenue. S'il n'est pas zélé, pas orgueilleux de sa mission, ce n'est pas évident qu'il puisse réussir. Donc, pour des gens qui sont chevillés dans cette façon de voir les choses, et vous venez dans cette crise-là, pouvoir restaurer la confiance, dire, bon, c'est vrai, il y a ces petites choses, parce que ce n'est pas au Burkina seulement, hein. Même dans les autres pays, il y a toujours cette rivalité entre les corps. Ça a toujours existé. Mais ça doit créer une saine émulation, une saine concurrence, pour qu'on se concurrence dans l'obtention des résultats, plutôt que de se concurrencer dans comment est-ce que j'ai réussi à mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Alors que quand vous mettez des bâtons dans les roues de l'autre, c'est en même temps des bâtons dans les roues du Burkina. Parce que derrière chaque personne, chaque homme ou chaque femme appelée à servir, c'est la mère patrie. Donc, est-ce que finalement on a bloqué un collaborateur ou on a bloqué la nation? Donc, ce n'est pas à moi d'enseigner les notions de patriotisme à ces hommes de tenue qui connaissent mieux, qui se sacrifient, qui sacrifient leur vie, leur temps, leur famille pour ça. Ce n'est pas à moi de lui donner ces leçons-là. Mais maintenant, c'est que sur le plan terrain, parfois ça coince. Donc, M. Koné arrive dans ce milieu-là où il doit régler ces questions et puis savoir faire un bon équilibre entre les hommes, mais en même temps un équilibre de raison. Ce n'est pas parce que vous êtes de tel corps que vous avez droit à ce poste si vous n'êtes pas compétent. Ça aussi, il y a un problème, une réalité de compétence aussi à faire. Donc là, c'est là la délicatesse de la mission. À régler ces questions, c'est aussi maintenant, lui, sa capacité de se fixer des objectifs en fonction de la vision qu'il veut incarner avec le ministère. Trouver les hommes qui partagent la même vision, parce que s'il est compétent et ne partage pas votre vision, c'est peine perdue. Il est compétent, mais vous ne regardez pas dans la même direction, ce n'est pas possible.
Donc trouver des hommes compétents qui partagent la même vision, demander et obtenir, exiger du résultat. Fixer des objectifs, mais exiger et obtenir du résultat. C'est aussi également il sera demandé. Parce qu'il arrive au moment donné où des gens étaient convaincus que ça allait être forcément un homme de Dieu. D'accord. Alors aujourd'hui, on a un changement au niveau des 2 ministères qui sont chargés d'élaborer la stratégie et de faire face à la situation sécuritaire. Pour beaucoup également, il faut attendre des changements au niveau de la hiérarchie, au niveau de la chaîne de commandement. Est-ce que c'est également votre avis? Oui, mais vous posez d'ailleurs deux questions. La première question, c'est par rapport à élaborer une stratégie. Je pense qu'elle est là. C'est le travail qui a été fait dont le colonel-major a pris part. Je ne sais pas si M. Kone a pris part aux travaux. Je n'ai pas pu vérifier toute la liste. Mais c'est un travail formidable sur le plan de la lutte contre le terrorisme, les questions sécuritaires, la diplomatie, les relations internationales, diplomatie, la réconciliation nationale. Mais ce document, il est formidable. Il y a la loi sur la programmation militaire a été votée et budgétisée. Il y a eu une révalorisation au niveau des payes et tout et tout. Donc ce qui reste, c'est d'appliquer ces choses, d'appliquer les textes, motiver les troupes, répondre de façon urgente et savoir anticiper. C'est ce qui reste. Il n'y a pas de mon point de vue, on n'a plus pratiquement, je pense, il n'y a plus de stratégie à écrire. Si je me fie à ce que les professionnels disent et aux documents présentés, je pense que tout ce boulot de réflexion est fait. Maintenant, c'est un problème de ressources humaines, de réalité de terrain maintenant. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, probable changement au niveau du commandement, ça, j'ai dit oui, parce que si c'est tout ça pour ça, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Parce que déjà, il y a des Burkinabés qui ne sont pas totalement satisfaits de ces changements, qui espéraient mieux et qui espéraient que d'autres personnes puissent partir avec les 2 qui sont partis pour renforcer la confiance et tout. Donc, il y en a qui espéraient un grand chamboulement compte tenu de ce que le chef de l'État a dit et compte tenu de ce que son conseiller a dit sur sa page, réaménagement stratégique imminent. Bon, peut-être que dans stratégie, on n'a pas besoin de changer grand-chose en termes de stratégie. Bon, voilà, bref. Mais ce qui est sûr, ce qui avait été annoncé, c'est des grands armes. Donc, de mon point de vue, le commandement pourrait changer. Parce que si on doit laisser la latitude à ceux qui sont venus de trouver les hommes qu'ils estiment compétents à la hauteur du challenge, il se pourrait qu'il y ait effectivement changement. D'abord au niveau des cabinets. Le colonel-major pourrait dire, en fonction des résultats, j'ai besoin d'un cabinet avec des profils de telle personnalité, c'est son choix. Monsieur Kone pourra dire au niveau du ministère de la Sécurité, j'ai besoin de profils de tel pour pouvoir répondre à ce que je veux comme résultat. Donc déjà au niveau des cabinets, il peut y avoir un changement. Et il va en avoir, même si ça va être 1 ou 2 personnes. Deuxièmement, au niveau du commandement même de façon générale, donc on pourrait s'attendre à ce que le chef d'état-major général des armées puisse être changé ou maintenu. Il y a les différents états-majors de la gendarmerie, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, donc qui pourront peut-être connaître des changements, parce que ça peut descendre jusqu'au chef de corps, et même au niveau du renseignement. Donc, il y a tout ce réaménagement-là où j'ai dit bien qu'il est possible, mais ça dépend de ce que les 2 ont comme vision, comme regard, et homme à avoir pour pouvoir aller. Donc, un 109, compte tenu de la situation, parce que ce n'est pas que ceux qui sont là sont responsables, non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu de résultat, non, ils ont eu du résultat. Ils ont eu du résultat. Il fut un temps où on n'entendait plus parler d'attaques terroristes. Ils ont eu du résultat parce qu'avec les VDP qu'ils ont contribué, ceux qui viennent de partir et ceux qui sont toujours au poste, ont contribué à mettre en place, former et équiper. Les VDP avaient commencé à avoir du résultat. C'est pourquoi d'ailleurs les terroristes ont changé de tactique. Parce que quelques terroristes ne pouvaient plus prendre des villages, alors qu'avant, quelques-uns venaient et puis prenaient. Mais avec les VDP, la donne a changé. Comme avec les VDP, la donne a changé, les terroristes également ont changé leur façon de faire pour s'adapter aux nouvelles réalités de terrain. Donc c'est ce que je veux dire. Donc c'est-à-dire que ils ont eu du résultat. Chérif a eu du résultat. Ousmane Compaoré a eu Ousseynou Compaoré a eu du résultat.
avec eux, l'actuel commandement, il y a eu du résultat, mais maintenant, il y a aussi l'essoufflement et puis les réalités. Donc, ce qui fait que peut-être le commandement pourrait changer. Mais je m'attends à un changement en fonction de ce que le chef de l'État annonce. Parce que si c'est tout ça pour ça, bon, on n'avait pas besoin de traîner autant, quoi. D'accord, vous l'avez dit, il y a eu des résultats avec les ministres qui ont été débarqués, mais il faut dire que l'élément déclencheur a été l'attaque de Solan et l'embuscade justement qu'on a connue sur l'axe Barsalgo-Foubé. Et la réalité également, c'est que ce réaménagement ou sinon ce remaniement ministériel vient comme une réponse du chef de l'État à cette grogne qui commençait à se faire entendre les différentes manifestations qu'on a connues, notamment à Doré, à Yako, à Kaya également, à Titao. Est-ce que vous pensez que ce réaménagement-là va un peu baisser la tension avec ce qu'on a vu la semaine dernière comme manifestation? Un peu oui, parce qu'il a tardé. S'il n'avait pas tardé, ça allait d'ailleurs contribuer davantage à baisser. Mais il y a eu quand même... il a tardé, parce que Solhan, c'est 4-5 juin. Nous sommes au 1er juillet aujourd'hui. Donc, c'est pratiquement... presque un mois entier. Et c'est des terres qui avaient été réclamées à corps et à cri. Donc il aurait il fallait aller, d'un point de vue, plus vite. Parce qu'on avait atteint un niveau où c'était compliqué. Et c'était compliqué. Et la meilleure façon pour permettre à ces gens, c'était de les permettre de se libérer un peu plus tôt. Et d'eux-mêmes. Ça permettrait au chef d'État de garder, que les deux gardent une bonne image de leur départ, de rassénérer les rangs, de renforcer la confiance entre les Burkinabés, les gouvernants et les gouvernés. Pour dire qu'à un moment donné, des gens disent, bon, je ne suis pas responsable, mais j'assume la responsabilité de X ou de Y échec. Et donc, pour mieux vous protéger, je préfère me retirer. Ou bien pour mieux me protéger et vous protéger, c'est mieux que vous retiriez. C'est difficile à dire quand vous avez travaillé avec des gens pendant longtemps. Même dans les services, j'ai vu des séparations qui n'ont pas été simples. Donc, ce n'est pas aussi évident. Mais à un moment donné, je pense que courageusement, il le faut. Mais étant donné que il y a eu cette pression au niveau du parti, à l'interne et à l'externe, d'abord portée par des organisations de la société civile, ensuite les leaders politiques et l'opposition a récupéré la bataille, alors que officiellement c'est quand l'opposition est allée à la table du dialogue politique que la revendication a été dûment portée, renforcée, comme on appelle ça, à grand renfort de presse, et puis en même temps annoncer que compte tenu du fait que son exigence n'est pas demandée, elle quitte la table alors que le 3 n'était pas encore arrivé. Bon bref. Donc maintenant, j'ai dit, ça contribue plus ou moins à faire retomber la tension, mais ce n'est pas, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. D'accord. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé parce que ce n'est pas le seul responsable. Pas le seul responsable, parce que il y a une base militaire à Seba, il y a un commandement, il y a une légion militaire, il y a un chef d'état-major. Au niveau des entités, j'ai parlé armée de l'air, terre, et puis le chef d'état-major général des armées, gendarmerie. Parmi ces chefs-là, qui doit répondre aussi de quoi que ce soit? Il n'y en a pas. Donc, il y a aussi cette question que beaucoup de Burkinabés également se posent. Donc, je dis un peu oui, mais pas totalement. Pas totalement, parce que je pense que compte tenu du temps pris, en termes de choses, on pouvait mieux faire. Le chef de l'État est sorti dimanche, et c'est mercredi que c'est tombé. Mais c'est le profil aussi de Roch Kaboré comme ça. Donc, à son rythme, consulte beaucoup, hésite à se décider. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans cette question. Sinon, mais j'ai eu des informations qu'au lendemain de l'attaque de Solhan, donc quelques jours après, le chef de l'État avait commencé des consultations. Des gens avaient été déjà consultés pour un éventuel gouvernement à mettre en place. Après l'attaque. Avant même que la pression ne monte au sein de l'opinion publique par rapport au départ des deux ministres. Ces informations, nous l'avions eues. Qu'il était déjà en consultation pour constituer le gouvernement. Mais président, regardez depuis cette époque-là.
cette date-là. Jusqu'à ce que dimanche, il sorte pour dire qu'il y aura effectivement des mesures. Et c'est mercredi finalement qu'il décide. Lent. Donc, c'est aussi sa personnalité. Bon, alors que nous sommes dans un contexte où les choses vont vite. Et même si vous êtes lent dans la décision, compte tenu de la situation, et pour réussir certaines communications, parce que la communication politique aussi a ceci, il y a aussi parfois des éléments, des annonces d'éclat qui permettent d'avoir du bon point. Mais bon, il y a des stratèges en com politique pour ça. Donc je pense que c'est ça. Donc, est-ce que c'est suffisant pour que les uns et les autres se calment? Un peu, oui. J'ai dit un peu, mais parce que aussi il y a une opposition qui est là, quoi. Et donc il y a une société civile aussi qui est là, qui veille. Alors vous parlez de l'opposition qui avait mis dans la balance la situation sécuritaire et avait même claqué l'apport du dialogue politique en demandant la tête du chef du gouvernement et du ministre en charge de la Défense. Aujourd'hui, ils ont, je vais dire, sur un plateau d'or la tête de Chérif Sy et de Husseini Compaoré. Est-ce que l'opposition peut se contenter de cela et puis revoir sa copie, notamment les marches qui sont annoncées pour les 3 et 4 juillet prochains? Non, l'opposition, non, elle va maintenir sa marche. Ça va m'étonner qu'elle renonce à marcher parce que c'est une opposition qui est sur la sellette. Sur la sellette parce que c'est en même temps un test de mobilisation. Parce que l'opposition a placé la barre haute, toutes les 45 provinces. Donc elle veut prouver que dans toutes les 45 provinces, elle est assise et elle a des militants. Mais en réalité, l'opposition sait que ce ne sont pas seulement les militants de l'opposition qui vont sortir. Sinon, la moisson elle est maigre. Parce qu'il y a des provinces où l'opposition n'est pas très représentée. Hein. Donc vous prenez le Zunouego avec ce qui s'est passé dans les rangs du CDP. En termes de mobilisation, ce n'est pas évident. Donc si c'est que chacun fasse sortir ses militants seulement, ce n'est pas évident. Donc l'opposition compte maintenant sur la population de façon générale, les organisations de la société civile, appeler un renfort pour la mobilisation, mais aussi les leaders d'opinion. Donc je pense que c'est beaucoup plus sur ça que l'opposition compte. Sinon, je partage l'avis de ceux qui estiment que l'appel de 3-4 a été, comme on appelle ça, précipité. Sur ce point, je partage plus ou moins l'avis de la sortie du docteur Ablassé Ouedraogo et qui a donné des éléments clairs de cette précipitation, qui dit que vous avez une revendication sur la table. La prochaine rencontre n'était même pas encore arrivée et déjà vous dites que vous quittez la table parce que vous n'êtes pas encore satisfait, puis vous demandez des départs. Alors qu'on n'était pas à la date. Pourquoi ne pas attendre la date, avoir la réponse de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'autre avant effectivement de battre en retraite. Ensuite, bon, le patron de l'opposition d'ailleurs qui voyage, et toujours, selon Blasé, il était allé à Abidjan pour prendre des instructions. Je ne sais pas si c'est vrai ou il était dans un autre pays en tout cas, qui n'était pas là. Je ne sais pas s'il est rentré maintenant. Et un comité d'organisation qui a été mis de façon... dans les conditions qu'on connaît dans la même semaine. Donc alors qu'elle a effectivement son temps. Mais l'opposition se dit, le moment est favorable aussi pour nous. À Dori, les gens sont sortis. À Titao, d'ailleurs, il y a eu Saka du haut-commissariat parce que le haut-commissaire n'était pas là. Et puis à Kaya, il y a aussi que la mobilisation a réussi. C'est pourquoi l'opposition dit, nous pouvons faire dans toutes les 45 provinces. Parce qu'il y a eu une indignation, effectivement, qui est là. Donc, j'ai dit, c'est un test en même temps de mobilisation pour cette opposition. Donc, je ne pense pas que c'est au moment où elle est lancée qu'elle va reculer. Parce qu'il y a des OSC aussi qui sont derrière. Je ne parle pas des appendices des partis. Je n'ai pas des OSC... je ne parle pas des appendices des partis politiques où quand la personne s'assoit, vous ne savez pas s'il vous faut le présenter comme le cadre du parti politique ou bien le baron d'OSC, quoi. Franchement, parce que quand la personne fait son appel, vous ne savez pas si c'est le leader d'OSC qui appelle ou bien c'est le cadre du parti politique. Donc, je ne parle pas de ces comment on appelle ça, de ces OSC-là. Donc, ici, l'opposition, si les lignes continuent de bouger et que sa revendication est satisfaite, parce que celle du Premier ministre n'est pas satisfaite, l'opposition savait d'ailleurs qu'elle ne pouvait pas avoir cette revendication maintenant dans ces conditions. Peut-être à une autre date, mais pas dans ces conditions. Donc,
si il y a encore d'autres changements d'envergure, effectivement, avant les 3-4, l'opposition pourrait maintenir, mais changer le contenu, comme l'a dit Pascal Sessouma. C'est sûr que ça doit être le plan B de l'opposition. Au moment où, si nous sommes pris de court par le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, maintenir la marche, et puis on change le contenu. C'est ce qui est en train de se passer, peut-être. Donc, changer le contenu. Au lieu de dire Ousseini Compaoré dégage, Chérif dégage, c'est peut-être maintenant soutien au FDS. Bon, parce que le PM, lui, n'est pas parti. Peut-être que ça va être également toujours maintenu sur les pancartes, je ne sais pas moi. Mais le contenu pourrait être changé. Parce que le nom des deux figurait en bonne position sur ce qui était donné de voir. Mais je ne crois pas que l'opposition va reculer après l'annonce, comme on appelle ça, de ce remaniement ministériel. D'accord. Alors, l'enjeu d'une marche d'un parti politique, c'est la mobilisation. Vous avez parlé tantôt du remaniement ministériel, donc changement au niveau du ministère en charge de la défense et celui en charge de la sécurité. Au sein de l'opinion ou de ceux qui soutenaient cette marche-là, certainement qu'il y aura des mobilisations. Vous avez parlé de cette sortie-là de Ablassé Ouedraogo, qui est lui-même président d'un parti membre du CFOP. On a également l'appel du MPP, la rencontre qui s'est tenue hier avec Simon Compaoré, qui demande aux militants de son parti de se démarquer de cette marche-là. Finalement, est-ce que c'est pas un risque pour l'opposition d'aller dans ces conditions-là, cette marche? Oui, Ablassé Ouedraogo, en plus d'être le président de Faso Autrement, le chef de file et membre du chef de file de l'opposition, c'est aussi c'est l'ancien président du comité d'organisation des marches contre la révision de l'article 37. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en termes de terrain par rapport aux mobilisations, par rapport à l'organisation. Donc il ne parle pas en néophyte. C'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est vrai que on peut se tromper de lecture même quand on est chevronné dans un domaine. Mais c'est quand même la parole de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et là, il faut le lui concéder. Maintenant, par rapport à la sortie du MPP, le MPP aussi est dans son rôle d'appeler ses militants de ne pas sortir. L'opposition aussi est dans son rôle d'appeler ses militants de sortir. Maintenant, il y a ce grand lot-là qui ne se réclame ni de l'opposition ni de la majorité, qui peut avoir un penchant pour l'un ou l'autre camp qui va sortir. C'est lui maintenant qui va être le déterminant, en fonction de qui a entendu l'appel et a répondu présent. Ça, c'est le terrain qui va déterminer ça. Mais les arguments pour faire sortir les Burkinabés, ce n'est pas ça qui manque. Parce qu'il y en a qui disent « j'irai marcher pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais je m'en fous éperdument d'un parti politique ». Sauf que vous oubliez qu'en sortant, vous faites en même temps. Il dira qu'il a réussi sa mobilisation puisqu'il vous êtes sorti à son appel. Vous n'êtes pas sorti marcher sur là. Donc, il n'y a pas de dire que voilà. Maintenant, j'ai dit c'est un test pour l'opposition, mais ce n'est pas réussir la mobilisation à Ouagadougou qui serait un problème. Non, je ne pense pas. L'opposition pourra réussir cette mobilisation, je pense. Parce que l'appel du MPP et tout, ce n'est pas aussi évident que ce soit suffisant. Sauf si... voilà, parce que là, dans ce contexte, hier je parlais de comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle en politique la théorie de l'idiot utile. Un idiot qui est utile. Parce qu'on l'amène à faire des choses que ni sa conviction religieuse, sa conviction politique et idéologique, c'est les valeurs qu'il incarne, son éducation ne lui permettent pas de faire. Et il va vous dire, je ne fais pas. Parce que c'est contre ça. Mais dès lors qu'il est dans la manipulation, il n'arrive même pas effectivement à avoir la lucidité qu'en réalité, il est manipulé, il est conduit dans un décor. Seule la personne qui tient les manettes sait pourquoi il est en train de l'emmener sur ce chemin-là. Effectivement, vous êtes un idiot, mais utile puisque vous servez à une cause. Et dans cette affaire, il y a beaucoup d'idiots utiles. Il y a aussi beaucoup de lucidité. Donc tout le monde n'est pas idiot utile, tout le monde aussi n'est pas lucide dans cette affaire. Parce que chacun en sortant a un objectif. Mais il y a quelques personnes qui savent réellement qu'est-ce qu'ils veulent. C'est comme l'insurrection populaire. Et donc, quand on parle de manipulation, les gens ne veulent pas en entendre parler. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Quand on dit, vous êtes sortis convaincus que c'est contre ceci ou c'est contre cela. C'est comme la chanteuse Tikendia Fakoli qui parle aux soldats américains.
est-ce que vous protégez un puits de pétrole ou vous défendez un citoyen américain? Vous êtes sous le drapeau, arme en main, combattant dans un autre pays. Mais est-ce que vous êtes conscient que c'est un puits de pétrole, c'est une mine d'or qu'on vous a envoyé pour sécuriser et non véritablement pour défendre la démocratie? Parce qu'il y a quelques personnes dont les mines sont menacées parce que c'est de leur intérêt. Mais on dira également que le pétrole qu'on va avoir, l'or qu'on va avoir, c'est pour le bien-être des Amériques ou de tel pays ou ceci ou cela. Oui, mais la réalité aussi, elle est là implacable. Donc, on sort pourquoi? Ok, pour soutenir les FDS, pour demander plus de paix, pour demander de l'anticipation, pour demander plus d'efficacité. C'est bien. Ça contribue à mettre la pression sur le gouvernant pour que le gouvernant sache qu'il y en a qui ne sont ni de la gauche ni de la droite, mais qui ont besoin d'un pays sécurisé. Là, c'est la lucidité. Mais il y a d'autres qui sortent, comme l'opposition a dit, si on sort, ça va marcher. Bon, ce qui fait qu'on sort. Donc, je pense qu'il y a toutes ces sensibilités-là à prendre en compte. Maintenant, mais il ne faut pas oublier aussi, que j'ai dit bien, c'est comme l'insurrection. Il y en a aussi qui ont d'autres problèmes à régler. Les travailleurs aussi ont d'autres dossiers qui sont toujours sur la table, qui ne perdront pas l'occasion de remettre au goût du jour. UTS, révalorisation. C'est vrai que les élèves sont en vacances. Sinon, également, il y a les questions de BPC et de réforme du baccalauréat. Donc, quand il y a eu une marche comme ça, ils lisaient les pancartes. Vous allez savoir que les gens ne sortent pas pour les mêmes raisons. Mais à côté, il y a toujours une minorité qui a un plan qu'il faut savoir effectivement. Voilà. Mais est-ce que dans ce contexte, nous sommes aussi à une telle situation? Difficile de le dire. D'accord. Sortira pas. De toute façon, les dates des 3 et 4 juillet prochains seront suivies par la rédaction de Truth TV pour voir en tout cas ce qui sera décidé au niveau du chef de file de l'opposition. Merci Bernard Bougman. Analyse et décryptage du dernier remaniement ministériel. C'est le sujet qui a été enrôlé pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci pour ce clé de lecture. On va se donner rendez-vous avec le tribunal au complet dans son format habituel pour faire la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.